Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live du mercredi 5 mars. Salut à Tomoyo, salut à Elienko, merci pour ton premier message dans le chat. Salut, contente de te voir ici. Salut Flamand Rose, salut Madame Anadandan et salut Sab Deveau. Comment est-ce que ça va de votre côté? Aujourd'hui, on va terminer. On va réussir à terminer la doctrine du germe de la foi selon l'ordonnementation fleurie de Mioé, un texte qui nous aura occupé au total parfaitement 10 sessions. Et là, Mioé, il aurait été content parce que j'en avais parlé un petit peu, hein, mais le chiffre 10, c'est un chiffre qui est récurrent dans l'école Kegon, hein, donc de l'Avatamsaka, l'ornementation fleurie, à laquelle appartient Mioé. Dans le sutra, hein, globalement, tout va par dizaines. Et c'est donc un chiffre qui est resté très important dans cette école-là. Par exemple, ils ont 6 perfections, 6 paramitas, enfin, ils ont 10 perfections, 10 paramitas au lieu de 6 perfections habituellement. Voilà, tout se fait en version 10, et donc on arrive à le terminer pile en 10 sessions. Donc voilà, c'est pas beau ça. Salut à Amandine, salut. Donc globalement, en fait, il nous restait dans ce texte une dernière question à traiter. Donc on va pouvoir regarder ça. Elle est assez intéressante. En tout cas, il y a quelques développements dedans qui sont assez intéressants. On va pouvoir regarder. Et ensuite, on discutera un petit peu sur ce qu'on fera à partir de la semaine prochaine, parce qu'on aura terminé celui-là. Donc il faudra qu'on trouve quelque chose d'autre à faire à la place. Voilà. Donc petit rappel, hein, pour ceux qui sont nouveaux, notamment Eli, ce texte-là, donc c'est un texte de Myoe, qui est un moine de l'époque Kamakura. Donc c'est un contemporain notamment de Shinran, le fondateur de ma propre école. Mais Myoe, il va représenter plutôt les anciennes écoles, hein. Il fait partie de 2 écoles différentes, l'école de l'Avatamsaka, l'école Kegon, et l'école Shingon, donc qui est l'école ésotérique, hein, qui s'apparente vaguement au bouddhisme, ce qu'on retrouve par exemple dans le bouddhisme tibétain. Et donc, Myoe, dans ce texte-là, il insiste sur l'importance de la foi dans le bouddhisme. Mais la conception qu'il a de la foi est très différente, par exemple, de son contemporain Shinran. Myoe, quand il parle de la foi, il parle toujours de la foi comme étant la foi dans la possibilité pour chaque être de devenir un Bouddha. Le fait qu'il n'y a pas de différence dans la nature d'être entre les êtres normaux de la vie de tous les jours et les Bouddhas étant tout simplement des êtres qui ont réussi à se débarrasser de l'ignorance et des passions mauvaises. Donc tous les êtres peuvent devenir des Bouddhas, et c'est cette croyance que du coup on peut en faire de même. C'est tout à fait l'inverse de Shinran. Quand Shinran, le fondateur de mon école, lui parle de la foi, il dit la foi globalement, hein, c'est la foi dans le fait qu'on n'est pas capable en tant que gugus normaux de se libérer par nous-mêmes. Donc nous devons nous appuyer sur les forces du Bouddha Amida qui va du coup nous tirer vers l'éveil. Donc ils ont 2 visions très différentes de ce qu'on appelle la foi, mais l'un comme l'autre mettent l'accent sur l'importance de cette pensée de foi, puisque c'est cette pensée de foi qui va nous mettre sur le chemin. Voilà. Et Ellie qui dit rien à voir, mais arriver à trouver une statue d'Amida Bouddha, c'est compliqué. Oui, c'est pas évident d'en trouver. Comme je dis, moi j'en avais trouvé une en vide-grenier. Je vous avais montré la dernière fois, ou je sais plus quand est-ce qu'on avait discuté, je crois la semaine dernière. J'en avais trouvé notamment une dans un vide-grenier une fois. Des fois, en faisant un peu les vide-greniers, les brocantes, il y a moyen d'en trouver. Sinon, c'est sûr que voilà, il faut aller au Japon ou trouver d'autres solutions. Mais à défaut d'avoir une statue, hein, ça peut être aussi tout simplement une image imprimée, hein, ça marche aussi très très bien. Il n'y a pas de souci, hein, pas de souci avec ça. Donc, on en était à la dernière question, question 8. D'ailleurs, je suis même surpris que Mioé se soit pas forcé à aller jusqu'à 10 questions, qu'il soit arrêté à 8. Je suis un peu déçu. Il aurait dû essayer de faire un chiffre rond normalement, mais bon, il en avait peut-être marre. Hein, écoute, hein. Voilà ce qu'on nous dit dans la question 8. Question 8. J'ai certes bien saisi votre argumentation sur la nécessité de pratiquer. On avait discuté avant. Cependant, sans même que la pensée apaisée se soit fixée, il arrive que l'on meure d'un coup. Pour quelle raison donc s'épuiser dans de multiples affaires? L'enseignement profond est élevé en mérite, mais il est difficile à pénétrer. L'enseignement superficiel comporte, lui, peu de mérite, mais on en retire un profit maximal. Si on mesure les degrés de rapidité d'obtention du profit, dans quelle doctrine importe-t-il de prendre refuge? Donc la question ici, hein, qui est toujours des questions un peu rhétoriques, je ne sais pas trop si c'est Mioé qui auto-pose des questions ou si quelqu'un lui les a posées, mais la question qui est posée ici, c'est de dire, ok, ton idée, Mio, est de dire, effectivement, quand on a vraiment cette pensée de foi qui est établie, qui est posée, eh bien, à ce moment-là, on entre dans la famille des Bouddhas et d'une certaine façon, on a, de par la réalisation de la cause, qui est le fait qu'on se met en chemin, eh bien, d'une certaine façon, dans la dimension absolue, l'éveil est déjà réalisé, même si en pratique, on va devoir justement pratiquer pour aller jusque-là. Au niveau de la dimension absolue, comme la notion de temps n'existe pas, les deux se collisionnent.
L'auteur de la question dit: «Ouais, bah, tu bien gentil, Mio, mais c'est un peu compliqué ton histoire». Puis en plus, il faut vraiment avoir la foi dans les Bouddhas, il faut placer tout ça. C'est comprendre vraiment cette idée de la dimension absolue, de cette, de forme de non-différence dans la nature d'être, non-différence ontologique entre nous et les Bouddhas. Enfin, c'est compliqué ton truc, Mio. C'est sûr, ça apporte énormément de mérite, mais par contre, c'est compliqué. Et on peut mourir à tout moment. Est-ce qu'il vaut pas mieux se rabattre sur des doctrines qui sont un petit peu plus simples? Par exemple, vraiment des doctrines graduelles à l'ancienne, en disant, bah, dans cette vie-ci, par exemple, tu vas suivre le sentier octuple et tu vas commencer à pratiquer les paramitas doucement. Hop, puis après, tu vas monter, 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 monter. Est-ce qu'il vaut pas mieux se caler là-dessus? Les euh, les bonnes vieilles méthodes bouddhistes qui vous disent que vous allez devenir Bouddha pendant plusieurs milliers d'âges cosmiques à pratiquer au fur et à mesure en enlevant tout petit à petit vos différentes passions, parce qu'au moins ça, on peut le faire, on comprend, les gens ils comprennent. Donc en gros, c'est ça la question que pose ici l'interlocuteur de Mioe, quoi. La différence entre vraiment ces pratiques qui sont des pratiques qu'on appellerait subites, mais qui ne sont pas forcément faciles à saisir, et à l'inverse, des pratiques plus simples à comprendre, plus graduelles, qui d'une certaine façon s'adaptent peut-être mieux à la compréhension et à la possibilité de pratique des gens en disant, bah oui, ok, si tu peux pas pénétrer directement dans ces concepts compliqués, au moins tu peux, par exemple, bah, je sais pas, commencer à pratiquer la charité si tu as envie, ou commencer à, ouais, c'est ça, donner aux moines, lire un sutra, voilà, des trucs un peu tranquille ou tri, voilà, faut fur et à mesure, quoi. Salut, salut, attaque d'egg. Donc c'est ça qu'il est question ici, c'est la question qui est posée par l'interlocuteur réel ou fictif, je ne sais, de Mioé. Donc qu'est-ce qu'il va nous répondre à ce sujet-là? Mioé nous répond. Réponse. Il est dans cette optique déclarée dans le Grand Traité, au chapitre 54. Les hommes du monde errent dans les grandes largeurs. Si vous leur parlez de réaliser aisément le fruit de Bouddha et leur dites que le mérite en est grand, aussitôt ils ne vous croiront pas. Mais si vous leur parlez d'une production difficile au terme de nombreux kalpas de pratiques sinueuses en tranchant les passions par le menu, et leur dites qu'ils en retireront un profit inférieur, à l'inverse, ils embrasseront votre opinion erronée. Ça, c'est un point que je trouve assez intéressant, mais que j'ai déjà constaté personnellement, et que je trouve assez vrai. Là, il nous dit, en gros, si vous dites aux gens, vous leur laissez le choix, vous dites, écoute, écoute gros, écoute-moi bien gros, il y a une pratique facile, elle est rapide, elle marche, tu en auras des max de mérite, ultra simple. Les gens, ils vont vous dire, c'est de l'arnaque. Je n'y crois point, c'est de l'arnaque. C'est trop beau pour être vrai, hein, le classique, c'est trop beau pour être vrai, c'est une arnaque. Si vous leur dites à l'inverse, regarde cette pratique, c'est masse-long, ça va vous prendre des tas et des tas de vies, des milliers de vies, à devoir pratiquer petit à petit, en gagnant à chaque fois des tout petits bouts de mérite. Les gens, ils vont dire, ok, let's go, je m'y mets. C'est parti, ça je peux y croire. Parce que voilà, le côté trop beau pour être vrai, les gens ont du mal à y croire. Et donc là, c'est ce que veut dire Mio ici, hein, quand il parle notamment de son principe de dire, dès la première pensée de foi, d'une certaine façon, on est déjà l'équivalent des Bouddhas, même si voilà, dans notre monde qui est géré par le temps, eh bien, qui est soumis au temps, on doit continuer à pratiquer. Ça va être trop beau pour être vrai. Le côté très subit de l'éveil va être trop beau pour être vrai. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, dans mon cas, dans le Jodo Shinshu, hein, donc dans ma propre branche, euh, où on vous dit, ben, vous êtes des gugus normaux, simplement remettez-vous-en au Bouddha Amida, ne vous préoccupez pas de suivre forcément les préceptes si, voilà, si ça vous paraît compliqué, ne vous préoccupez pas forcément d'avoir une érudition la plus parfaite, c'est pas forcément nécessaire, même si vous avez envie, c'est très bien. Simplement, remettez-vous-en au Bouddha, récitez son nom, et laissez-le travailler en vous, et c'est tout ce qu'il y a besoin de faire. Et si on dit ça aux gens, ça leur paraît trop beau pour être vrai. Et donc, ils vont se dire, ouais, mais enfin, moi, j'ai envie de pratiquer, là, il faut que je m'y mette un petit peu, là, quand même, hein, faut que j'envoie un peu du pâté. Voilà. Et c'est vraiment le point, c'est marrant, parce que pour le coup, j'ai l'impression que Shinran et Mioe se retrouvent confrontés au même problème quand ils affichent ces doctrines qui sont vraiment des doctrines subites, qui permettent d'avoir des raccourcis réels vers l'éveil. Pour rappel, autant pour Shinran, Shinran va vous dire, dans cette vie-ci, vous vous en remettez au Bouddha Amida, vous avez la foi dans le Bouddha, dès la vie suivante, vous deviendrez des Bouddhas vous-même. Donc au final, ça se fait en une vie. Mioe, lui, il a un système en 3 vies, où il vous dit, même si vous n'avez pas une foi qui est très établie dans le Bouddha, le simple fait que vous l'ayez eue, même si elle n'est pas approfondie, vous allez mourir dans cette vie-ci, renaître dans une destinée mauvaise. Dans cette destinée mauvaise, vous allez être
entouré par la lumière du Bouddha qui va du coup s'accrocher d'une certaine façon à cette pensée de foi que vous avez eue, qui va ensuite vous envoyer dans le ciel Tusita, donc là où se trouve Maitreya, et donc vous allez pouvoir derrière devenir un Bouddha. Donc lui, il a un système globalement en 3 vies, là où Shinran, c'est un système en 1 ou 2 vies en fonction de comment on compte. Mais il n'empêche que dans les deux cas, on est très très loin de la doctrine classique du bouddhisme, des formes de bouddhisme plus graduelles, où on vous dit ça va prendre vraiment des. On compte en période cosmique en fait, on compte même plus en nombre de vies, on compte en période cosmique. Donc voilà, Mioe et Shinran, dans les deux cas, les gens sont oui, bah du coup, ta méthode, c'est peut-être un petit peu trop simple. Y aurait-il pas une arnaque? Voilà. Donc c'est ça en fait qu'il est en train de discuter ici, hein. Ils en ont conscience les deux, hein. C'est ça. Et Madame Adanandan qui dit le Jodo Shinshu me semble vraiment plus adapté à notre monde moderne. Bah disons que, là, on peut pour faire un petit aparté là-dessus, notamment par rapport aux préceptes. Les préceptes ont été établis à l'époque du Bouddha historique, le Bouddha Shakyamuni, en Inde, il y a vaguement 2500 ans. C'est sûr que pris à la lettre, ils sont pas forcément très logiques, enfin pas forcément tous très logiques par rapport à notre mode de vie. Après, on pourrait partir sur les préceptes du Bodhisattva, ce qui est un petit peu différent, pourquoi pas, un petit peu plus large, on va dire déjà, un petit peu moins précis. Euh, mais voilà, en fait, dans le Jodo Shinshu, on a plus cette idée de dire tu t'en remets au Bouddha, tu laisses le Bouddha travailler en toi, et de par le fait que tu te mets en contact avec la compassion et la sagesse du Bouddha, en fait, naturellement, tu vas avoir envie de changer. Naturellement, tu vas tendre vers quelque chose de meilleur, mais sans avoir besoin de ce guide que sont les préceptes qui vous forcent à suivre des règles données qui peuvent, dans certains cas, ne pas être adaptées à votre style de vie pour des raisons purement pratiques. Voilà. Donc c'est beaucoup plus pragmatique. Voilà. Et dans mon cas, hein, typiquement, ce que je disais, hein, dans le Jodo Shinshu, c'est que dans ma branche, je sais pas comment c'est dans la branche Ongwanji, mais dans la branche Otani, je fais partie du Jodo Shinshu, on ne prend pas les préceptes du tout. Voilà, nos préceptes. Comme ça, c'est plus simple. Après, ça n'empêche que ceux qui veulent suivre des préceptes peuvent suivre des préceptes. Typiquement, je suis végétarien, par exemple. Je mange pas de viande ni de poisson parce que je veux que les petites bêtes, elles soient contentes. Je vais éviter de les tuer. Donc, typiquement, je suis des préceptes sans forcément... mais ce n'est pas parce que j'ai le désir de suivre les préceptes. C'est parce que, étant entouré par la compassion du Bouddha, nous sachons que la lumière du Bouddha entoure tous les êtres, eh ben, j'ai pas envie de manger les autres petites bêtes qui sont entourées par la compassion du Bouddha et qui peuvent aussi devenir des Bouddhas, voilà, tout simplement. Donc c'est plus vraiment, voilà, je suis ce précepte instinctivement. À l'inverse, je ne suis pas le précepte concernant l'alcool. Ça veut pas dire que je me bourre la gueule, mais c'est juste que bah, je sais boire modérément. Et puis bah voilà, j'apprécie le goût d'un bon whisky, par exemple. Bah voilà, de temps en temps, je bois un fond comme ça de whisky dans un petit verre à whisky comme ça. Voilà. Est-ce que ça fait du mal? Non. Voilà. Les préceptes. Je suis parti sur autre chose. Voilà, voilà. Et donc, si on continue un petit peu, donc il veut dire, du coup, là, effectivement, les gens n'y croient pas, hein, si c'est une doctrine qui paraît trop simple, qui paraît apporter de gros bénéfices sur une pratique qui paraît simple. Et qu'au final, les gens préfèrent se baser sur des doctrines plus graduelles, qui sont donc plus superficielles. Quand on dit superficielle ici, hein, c'est pour rappel aussi, on peut repartir un peu sur cette idée de la classification des enseignements qu'on avait dans le Tendai et qu'on a vu la dernière fois quand on en a un petit peu discuté, hein. Vous pouvez vous référer au dernier live, j'ai plus le bouquin sur moi, mais cette idée d'effectivement de dire que les moines bouddhistes ont classé les enseignements, on va dire, du plus superficiel jusqu'au plus profond, avec un cas particulier qui est le cas justement de l'Avatamsaka, l'ornementation fleurie, qui est bizarrement tout en haut, parce qu'en fait, c'est l'enseignement qui est le plus pur, mais il est trop complexe pour la plupart des gens. Donc c'est comme si le Bouddha partait très haut, et ensuite il redescend au plus bas avec les enseignements qui correspondraient actuellement au Theravada. Et ensuite, ça devient graduellement, comme ça avance jusqu'à aller à des doctrines de plus en plus profondes. Et en fait, ces doctrines de plus en plus profondes, elles se caractérisent notamment aussi par ce côté très subite de l'éveil. Donc quand il parle ici de doctrines plus superficielles, c'est effectivement soit les doctrines du Theravada, soit vraiment les doctrines graduelles du Mahayana, suivant ce qu'on retrouve dans les classifications qu'on avait par exemple dans le Tendai, voilà, qu'on avait discuté la semaine dernière. Voilà, petit aparté. Mais bon, il dit au final, hein, malgré tout ça, au bout du compte,
ils auront par la force des choses à prendre refuge dans cette doctrine du véhicule unique au terme de nombreuses naissances. Ça, c'est toujours un peu la même thèse qui est la thèse classique du Sutra du Lotus notamment, qui dit que on va séparer les enseignements bouddhistes en plusieurs véhicules. On le dit classiquement, il y a le véhicule des anciens, le véhicule des auditeurs, le véhicule globalement du Theravada. J'utilise pas le terme Hinayana juste pour éviter d'être péjoratif. Donc le petit véhicule, quand même, je l'ai dit, voilà, je l'ai dit, j'ai dit les termes. Le petit véhicule, le véhicule des Bouddhas pour soi, donc les Bouddhas qui vont atteindre une forme d'éveil par eux-mêmes, mais qui vont rester dans l'auto-kiff. Voilà, ils vont être bien dans leur éveil, mais ils vont pas forcément aller guider les autres. Le véhicule des Bodhisattvas. Et en fait, cette idée de dire que l'idée du lotus, c'est de dire qu'en fait, ces trois véhicules ne forment en réalité qu'un seul véhicule, qui est le véhicule des Bouddhas. Et qu'en fait, ce sont des moyens adaptés aux compétences des gens, aux qualités des gens, à leur stade d'avancée spirituelle, mais qu'à terme, le but, c'est justement de tous les amener vers ce véhicule du Bouddha. Et donc, c'est ce qu'on appelle le véhicule unique, contrairement du coup aux trois véhicules, cette idée que ces trois véhicules ne forment en fait qu'un seul véhicule, ce sont juste des chemins différents qui amènent au véhicule unique de Bouddha. Et donc, c'est exactement ce que dit Myoe ici. Il dit en fait, peu importe qu'ils passent par des doctrines superficielles ou point, eh bien, au bout du compte, par la force des choses, ils seront amenés à prendre refuge dans la doctrine du véhicule unique au terme de nombreuses naissances. Ça, c'est le premier point. Et donc, il continue, lorsqu'à l'endroit de cette doctrine, on conçoit foi et appétence, ne fût-ce qu'en infime quantité, on en retirera un profit illimité. Donc ça, c'est toujours sa thèse depuis le début de la foi, qui dit qu'effectivement, cette foi, même si c'est une graine de foi qui est très légère, eh bien, on en retire des grands bénéfices, un profit illimité. Les détails en sont comme il est exposé dans le chapitre sur les mérites de l'éclat des sous-signes de la Vatamsaka Sutra. Toujours pas traduit en français, donc je ne peux pas vous le lire malheureusement, désolé. Ainsi donc, avisons-nous que, afin de susciter la pensée de foi, il importe de s'appuyer sur l'enseignement du Bouddha et non pas de suivre sa propre règle. Afin de faire naître la pensée du chemin, il importe de s'appuyer sur le savoir du Bouddha et non pas de se mettre à l'école de l'ignorance. Alors, c'est pas ultra clair de quoi il parle ici. Cette idée vraiment. Après, bon, ce qu'il dit est logique en soi, ce qu'il dit est compréhensible. Il dit, du coup, quitte à suivre, suivez vraiment les enseignements du Bouddha, et notamment ces enseignements qui sont les plus efficaces. Ne vous créez pas vous-même votre propre petite tambouille bouddhisto, ce que vous voulez. Ça se tient. Mais je ne sais pas s'il a dans sa tête, s'il pense à quelque chose. Et notamment, une part de moi se demande si quand il écrit ça, il pense pas d'une certaine façon à Honen, le maître de Shinran, vu que Myoe est connu pour avoir écrit une réfutation au Senjakushu de Honen, le texte principal de Honen, que Honen avait dit s'il vous plaît, ne le montrez à personne. Je l'ai écrit pour passer à mes disciples et puis pour l'équivalent du Premier ministre de l'époque. Mais please, c'est un petit peu tendancieux. Ne le faites pas tourner, s'il vous plaît. Bien sûr, à peine eut-il dit ça, que le texte eut circulé, et notamment une fois que Honen était mort, le texte a circulé et il a fini par tomber entre les mains de Myoe. Et il y a notamment une anecdote qui raconte que Myoe avait une énorme estime pour Honen. Myoe et Honen, vraiment, ça fait partie des deux grands érudits de leur époque. Ils sont réputés pour être des moines extrêmement érudits. Et en fait, quand Myoe entendait des rumeurs sur ce qui se disait par rapport à l'école donc de la Terre pure qui était en train de fonder Honen et ses doctrines, Myoe il disait non mais les gars, c'est Honen, peut pas dire des trucs comme ça. Vous vous foutez de ma gueule, ce n'est pas possible. Vous mentez, cette anecdote est fausse, monsieur, c'est faux. Jusqu'au jour où il s'est retrouvé avec le Senjakushu entre les mains, le texte de Honen, il a eu le vrai texte, et il a eu le texte et il a été oh no, oh no. Il a paniqué, et du coup il a écrit non pas une réfutation, mais deux réfutations, parce qu'à la fin de la première, il s'est dit tu sais quoi, je suis pas allé assez fort. Redonnez-moi mon marteau, on va recasser des genoux. Donc voilà, il a écrit donc deux réfutations au texte de Honen, et il critique notamment Honen sur le fait que Honen dit globalement que, vraiment le point de contention le contentieux le plus fort entre Honen et Myoe, c'est cette idée que Honen dit que l'esprit d'éveil n'est pas nécessaire tant qu'on s'en remet au Bouddha et qu'on récite le Nembutsu. Et pour Myoe, le fait de nier l'importance de l'esprit d'éveil, qui est du coup une sorte de prérequis, la foi étant un prérequis à ça,
c'est vraiment foutre en l'air pour Myoé tout le système bouddhiste. Donc il était totalement outré par ça. Et donc, est-ce que du coup, quand il parle de ne pas faire sa tambouille bouddhiste, est-ce qu'il en vient à... Est-ce que c'est pas un petit pic sous-jacent, un petit pic caché à Honen en disant, bah regardez par exemple Honen qui, avec sa doctrine du Nembutsu, là, qui il est en train de créer un truc un peu novateur, un peu bizarre et tout. Enfin, bizarre pour l'époque, hein, peu plus pour maintenant, mais pour l'époque. Est-ce que c'est de ça dont il parle? Si possible, c'est possible. Salut Purple Lemon d'ailleurs. Oui, c'est ça, c'est la déception de Mue, ouais. Donc c'est une possibilité, c'est peut-être une surinterprétation de ma part, mais voilà, je me demandais si ça pouvait pas être potentiellement ça. Ça peut être aussi cette idée de dire que les doctrines superficielles, au final, sont superficielles, donc autant s'appuyer vraiment sur les doctrines plus profondes du Bouddha, plutôt que de s'attacher à des doctrines qui sont connues comme étant justement superficielles. Voilà. C'est l'un ou l'autre, possiblement. Mais j'aime bien cette idée de voir un peu une attaque de Honen qui, pour Myoé, est vraiment en train de faire quelque chose qui n'est pas conforme aux enseignements bouddhistes. Pour Myoé, je dis, vraiment, pour Myoé et sa conception du bouddhisme. Voilà. Telle est donc la doctrine de la vision et de l'audition dans le véhicule unique. Si l'on pratique selon cette doctrine, au cours de sa deuxième naissance, on porte à leur perfection la compréhension et la pratique afférente. Dans la troisième naissance, on s'en confondra avec l'océan du fruit. Donc ça, c'est le principe justement de ce que je vous disais avec Myoé, cette idée de la naissance en 3 étapes. C'est-à-dire qu'on met vraiment sa foi dans cette croyance, sa foi dans le fait qu'on peut devenir soi-même un Bouddha, que les enseignements bouddhistes sont justes et qu'effectivement, s'il est possible pour nous-mêmes de devenir un Bouddha. Ensuite, dans la deuxième naissance, on va du coup pratiquer. Et dans la troisième naissance, on va devenir un Bouddha. Voilà. Dag Dag qui dit après Myoé lui-même fait sa petite tambouille à un certain niveau. Oui. Oui. En fait, c'est ça qui est intéressant. Et salut Tibat52, merci pour ton premier message dans le chat. Oui, c'est ça qui est intéressant avec Myoé, c'est qu'en fait, Myoé a été catégorisé comme faisant partie des vieilles écoles, un peu les vieux, voilà, la vieille garde. Merci pour ton follow. Tibat, merci beaucoup. La vieille garde du bouddhisme, les vieilles écoles, surtout quand on parle de l'école de l'Avatamsaka, l'école Kegon, qui est vraiment une des premières écoles implantées au Japon. À l'époque de Myoé, elle a déjà quand même un certain nombre de siècles d'implantation au Japon. Donc il est perçu un peu comme étant voilà, le gardien des vieilles écoles, des vieilles doctrines, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. Alors oui, il garde ce système philosophique, oui, il va pas réinventer la roue, mais il n'empêche que Myoé est aussi un innovateur, un grand innovateur. Il a pour optique vraiment de revitaliser notamment l'école Kegon qui commence doucement déjà à son époque à tomber un peu en désuétude, dans le sens où ses doctrines se sont implantées dans d'autres écoles, mais toujours un peu la problématique de l'école Kegon, c'est qu'il lui manque une forme de pratique qui est très définie. C'est une école qui est assez philosophique. Et vraiment, en fait, les concepts philosophiques du Kegon vont être repris autant par des bouts vont être repris dans le Zen, des bouts sont repris dans le Shingon, des bouts sont repris dans le Tendai. Et du coup, elle a plus forcément tant de logique à exister telle qu'elle, en fait. Et donc, lui, il va vraiment essayer de revitaliser cette école Kegon, et il va essayer de la revitaliser en se positionnant sur les problématiques qui sont les problématiques d'ordre général de l'époque Kamakura. Et notamment cette problématique du « le bouddhisme, c'est compliqué », le chemin du bodhisattva classique en 52 étapes, c'est trop long. Est-ce qu'il y a des raccourcis? Est-ce qu'on peut trouver des méthodes simples et efficaces qui pourraient marcher pour la plupart des gens? Qui est typiquement ce à quoi répond Dogen quand il va vous dire la méditation assise zazen, c'est suffisante. Ce à quoi répondent Honen et Shinran ensemble quand ils vont vous dire la récitation du nom du Bouddha Amida, le fait de s'en remettre au Bouddha Amida est suffisant. Ce à quoi va répondre Nichiren en disant la récitation du nom du Sutra du Lotus est suffisante. Et ce à quoi essaye de répondre Myoé en vous disant la foi dans le Bouddha est suffisante. Donc il est novateur d'une certaine façon, mais il est novateur, non, contrairement aux autres qui vont être novateurs en se dégageant
de leurs écoles respectives, qui sont d'ailleurs le Tendai, hein, de leur école respective, parce qu'ils viennent tous du Tendai. Ils vont sortir tous du Tendai, qui est vraiment, vraiment le gros centre bouddhiste de l'époque, hein, qui est vraiment l'école classique du bouddhisme à cette époque-là, à l'époque Kamakura, la plus puissante, c'est le Tendai. Ils vont tous sortir du Tendai et ils vont créer quelque chose, ils vont créer une nouvelle école. À l'inverse, Myoe, lui, il n'a jamais eu vocation à créer une nouvelle école. Il veut juste essayer de redonner de la vie, de redonner de la, je vais dire de la relevance, oui, c'est de l'anglais, ça va pas du tout, de la pertinence. Il va essayer de redonner de la pertinence à son école par rapport au contexte historique et géographique dans lequel il est, mais sans essayer de partir de son école là. Et c'est pour ça qu'il a été souvent à tort catégorisé vraiment comme étant juste, bah, ok, c'est les représentants de la vieille garde, les vieux de la vieille, versus tous les nouveaux qui créent leur propre école. Et c'est une lecture qui est fausse. C'est vraiment une lecture qui, historiquement, est fausse. Voilà. C'est juste que Myoe, comme d'hab, hein, Myoe, c'est le perdant de l'histoire. Donc le perdant de l'histoire, on a tendance à lui en rajouter un petit peu sur le dos, quoi. Voilà, la pression de la concurrence, il y a un peu ça. Mais plus encore qu'une pression de la concurrence, je pense que c'est vraiment des formes de problématiques qui sont dans l'ambiance globale. Il y a ces problématiques qui sont là, et d'une certaine façon, tout penseur moderne, enfin tout penseur moderne de l'époque, hein, je veux dire tout penseur de cette époque-là, ne peut pas ignorer ces problématiques-là. C'est des problématiques qui se posent, c'est des réflexions qui sont là. Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Et c'est des choses qu'on trouve intéressantes, hein, même. Alors, il n'y a pas grand-chose sur ce moine-là, mais le meilleur pote, un des meilleurs potes de Myoe, c'est un autre moine qui est, alors pour le coup, lui, de l'école Hoso, qui est l'école Yogacara, qui s'appelle Jokei. Et Jokei, lui, il a notamment des doctrines où à un moment, il reprend certains tenants de son école et pareil, il va les moderniser. Par exemple, l'idée dans son école qu'il y a certaines classes de personnes qui ne peuvent pas devenir des Bouddhas, ce qu'on appelle Zinchantika, qui est vraiment un des points de désaccord entre l'école de Jokei et le Tendai. Est-ce que tout le monde peut devenir un Bouddha ou pas? L'école Hoso, donc Yogacara, normalement disent qu'il y a certaines classes d'êtres qui ne peuvent pas devenir des Bouddhas. Ils n'ont pas cette possibilité, c'est mort. Et Jokei va dire, mais en fait, si quand même ils peuvent, et d'ailleurs, est-ce que moi-même je ferais pas partie de ces gens-là? Voilà. Il va y avoir des réflexions. Il y a vraiment cette idée de comment est-ce qu'on peut s'assurer que tout le monde puisse devenir des Bouddhas de façon simple. C'est vraiment dans le milieu. Voilà. Et Nichiren, tu disais, Madame Anda Dandan, où situe Nichiren? Nichiren, il est exactement dans le même contexte. Nichiren, donc même époque, hein, globalement, hein, c'est même époque, même background, moine Tendai, approche différente. Il va lui donc placer sa foi d'une certaine façon, oui, sa foi dans le Sutra du Lotus, et il va définir que le Sutra du Lotus, c'est le texte le plus important, et le simple fait de réciter le nom du Sutra du Lotus, c'est suffisant pour gagner des mérites et devenir un Bouddha. Donc en fait, il faut le réciter le plus possible, et voilà. Sauf que Myoe, qui est un mec qui sait se faire des potes, il va insinuer le fait que, il va même d'ailleurs le dire par écrit, que toutes les autres écoles, ce sont des fakes, voilà. J'ai plus la formule exacte, mais je l'avais lu une fois en live, hein, en gros, je sais plus, c'est Shingon mort de la nation, enfin voilà, en gros que le Nebutsu t'envoie en enfer, que le Shingon, voilà, ils sont en train de péter la nation, enfin voilà, Nichiren, c'est pour moi, c'est toujours Joe, le mec il sait se faire des amis. Tu sens qu'il a des grandes compétences sociales. Il aime pas du tout provoquer, quoi. Voilà. Mais donc Nichiren est exactement lui dans cette même situation, hein. Comment trouver une pratique qui marche pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il ne demande pas soit d'être un moine, soit de suivre des préceptes complexes ou des pratiques complexes, des visualisations complexes, des méditations complexes, des rituels complexes. Donc une pratique qui puisse s'adresser au commun des mortels, sortir en fait la pratique des monastères, là où elle était vraiment gardée par les moines qui vivaient dans leur petit vase clos, et l'amener vers le peuple pour permettre au peuple de se sortir de là, même les gens qui, de par leur style de vie, n'auraient pas pu devenir des Bouddhas ou auraient été spontanément exclus. Typiquement, hein, les pêcheurs, les chasseurs, toutes les personnes qui travaillent sur les animaux morts, etc., hein, les bouchers, etc., les personnes qui vendent de l'alcool, toutes les personnes en fait qui déjà auraient été exclues. Comment est-ce qu'on peut ramener ces gens-là dans on va dire le schéma plus global du fait que tous les gens peuvent être sauvés dans le bouddhisme? Comment est-ce qu'on les fait rentrer dans ce cadre-là?
Et, et voilà. C'est qui sont vraiment les problématiques de cette époque-là, et chacun va essayer d'y répondre à sa façon, avec sa pratique qui lui paraît être le plus efficace. Voilà. Donc après, c'est une question d'affinité aussi envers les pratiques, bien sûr. Bien sûr. Moi, j'ai toujours dit, hein, j'ai du mal avec Nichiren parce qu'il est trop agressif. C'est pas mon genre pas mon genre de copain, moi. J'aime pas trop les gens agressifs. C'est pas mon délire. Voilà. Donc on continue un petit peu. Et donc il disait, hein, ah oui d'ailleurs le petit pic de Mioé à la fin de cette phrase, donc il vous parlait hein, juste avant que je fasse mon petit tunnel sur ça, il disait donc effectivement, hein, donc dans sa doctrine à lui, il y a une doctrine qui permet d'atteindre l'état de Bouddha en 3 naissances, ce qui est déjà vachement efficace. Et il dit donc, si c'est super efficace, pour quelle raison irait-on donc s'enquérir de ce profit profond et rapide dans une autre doctrine, hein? Pourquoi est-ce que on irait aller chercher chez d'autres copains pour une méthode rapide? Typiquement, là pour le coup, on peut vraiment penser qu'il parle des écoles de la Terre pure, hein, en disant moi, regardez ma méthode, elle se base vraiment sur les sutras et tout. Hein. Hein, essayez pas d'aller voir les méthodes bizarres de Ronen et compagnie à côté, là, les écoles de la Terre pure qui commencent à arriver. Pourquoi est-ce que effectivement on irait chercher une autre méthode que celle-là, voilà. Qui pour Mioé sont un peu des tambouilles bouddhistes. Voilà. Dagdag qui dit Nichiren, champion pour se faire des copains. Et Madame Adadandan qui dit en quoi le sutra du lotus sera supérieur. En fait, c'est simplement parce que c'est ce qu'on avait un peu vu la semaine dernière. En fait, dans la classification du Tendai, le lotus est considéré comme étant vraiment le sutra le plus haut. Il est le plus haut parce qu'en fait, il annonce le concept de véhicule unique qui est le concept qui unifie ensemble tous les autres véhicules bouddhistes et qui leur trouve d'une certaine façon leur finalité en disant regardez en fait tous ces véhicules différents, donc le véhicule le véhicule des auditeurs, donc les véhicules du Theravada, hein, globalement le véhicule des anciens, qui consiste à devenir un arhante pour sortir du cycle des naissances et des morts, mais pour soi-même. Celui-là, le véhicule des Bouddhas par soi, donc ces Bouddhas, ces personnes qui, sans un maître, arrivent à atteindre de leur côté un équivalent d'une espèce de sous-forme de Bouddha, mais qui restent absorbés dans cette réalisation sans chercher à aider les autres. Le véhicule des Bodhisattvas, qui eux sont les êtres qui œuvrent pour le bien de tous les êtres, qui font le vœu d'œuvrer pour le bien de tous les êtres. Ces trois véhicules-là, en réalité, n'en font qu'un seul, qui est le véhicule de Bouddha. Et ce véhicule de Bouddha, justement, son but, c'est d'amener ces trois véhicules-là, les englober pour les amener vers l'état de Bouddha. Les autres véhicules ne sont qu'un moyen adapté. Et donc, il y a cette vision dans le Tendai que le Sutra du Lotus, de par cet enseignement du véhicule unique, parachève on va dire, toutes ces branches du bouddhisme, ce grand schéma bouddhiste, en l'englobant et en l'amenant vers sa finalité qui est l'état de Bouddha. Et le Sutra du Lotus, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, si vous lisez le Sutra du Lotus, moi d'ailleurs j'avais été surpris la première fois que j'ai lu, et c'était un des premiers sutras que j'ai lu, c'est que je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait des pratiques indiquées dedans. Et en fait, il n'y a pas vraiment de pratique en soi dans le Sutra du Lotus. C'est vraiment plus un ensemble de petites histoires qui vous font vraiment comprendre cette logique du véhicule unique. Voilà. Alors, attendez, j'ai quelqu'un qui m'a mis un truc chelou. Alors, attendez, ça dégage. Hop. Alors, hop là, tac. Marius. Qu'est-ce que c'est que ce truc, Marius, que tu m'as mis? Si vous voyez le truc de Marius, je sais pas ce que c'est, bon, je vais surveiller. Et donc, vous voyez bien, du coup, ça m'a perturbé, je sais plus ce que j'étais en train de dire à l'instant. Ça y est, j'ai un bug. Attends, 2 secondes, je le redégage parce qu'il me met des trucs en boucle là. Hop. Et si quelqu'un peut me rappeler ce que j'étais en train de dire juste avant. Voilà. Tu disais comment Nichiren a... Ah oui alors... Ah oui, d'accord, ok, merci Ellie. Merci beaucoup pour ton... Merci. Alors, oui, j'étais en train, du coup, de parler du Sutra du Lotus. Alors, je vais y arriver, puis après je reviens sur vos questions. Sutra du Lotus. Donc,
Voilà, c'est pour ça que le Sutra du Lotus est considéré comme étant d'une certaine façon le plus important. Et comme je disais, ce qui est bizarre, c'est que quand on le lit, il n'y a pas vraiment de pratique. En fait, c'est un ensemble de petites histoires. Il a aussi cet avantage d'être assez facile à lire d'une certaine façon. C'est pas des doctrines qui sont compliquées, le Sutra du Lotus, en fait. C'est beaucoup d'images, c'est beaucoup voilà, de petites histoires, de paraboles, etc. Pour vous faire comprendre cette idée du véhicule unique. Cette idée aussi de, non seulement le véhicule unique, mais aussi cette idée que tous les êtres à terme finiront par devenir des Bouddhas. Et il y a même notamment dans le Sutra du Lotus cette partie classique sur Devadatta, le cousin du Bouddha, le Judas, je dis toujours avec des énormes guillemets, hein, d'énormes guillemets, le Judas du bouddhisme, celui qui du coup essaie de prendre la place de Bouddha, le cousin du Bouddha qui essaie de prendre sa place, s'emparer de la Shanga, qui essaie de tuer son cousin, tout le bazar. Même lui, à terme, finira par devenir un Bouddha. Donc vraiment, il y a toutes ces doctrines-là qui sont dans le Sutra du Lotus, et c'est pour ça que le Sutra est vraiment perçu comme étant le Sutra le plus important dans le Tendai. Et Nichiren étant lui-même issu du Tendai, il va justement baser vraiment tout son enseignement sur le Sutra du Lotus et sur l'importance de conserver et de rendre hommage à ce sutra spécifique. Voilà. En gros, c'est ça l'idée derrière, pour la raison pour laquelle il a choisi ça, quoi. Et comment Nichiren a démontré son agressivité en insultant tout le monde, voilà. Au point où il a failli se faire décapiter parce que les gens en pouvaient plus. Il s'était dit, on n'en peut plus, mais Nichiren, il casse-couille. Oh, mais qu'est-ce qu'il dit? Il s'énerve avec tout le monde, il embrouille tout le monde. Ah, c'est bon, quoi, on n'est pas dans une télé-réalité, là. Il va se calmer, là. C'est bon, hein. Il était, voilà, il était pas très bon pour se faire des copains, Nichiren, hein, on va avouer. Il avait aussi une méthode de prédication qui était vraiment très agressive, en disant, en gros, moi j'ai raison, tous les autres ont tort. C'est pas cette idée de dire, il y a potentiellement moyen de s'arranger entre nous. Il y a des méthodes qui sont plus efficaces et d'autres qui sont moins efficaces. Non, pour Nichiren, il a raison, les autres ont tort, point, voilà. Je caricature, hein, mais je l'aime pas trop. Je vous laisserai vous faire une idée vous-même sur Nichiren, hein, mais voilà. C'est pas mon délire. Et Tomo, tu sais, il dit qu'il se base sur les sutras, mais ceux de la Terre pure aussi, bien sûr, se basent sur les sutras. Tout à fait, complètement, ouais. Tout à fait, Tomo, ouais, exactement. En fait, c'est juste que, voilà, les sutras, le sutra du Lotus est perçu comme étant vraiment dans le Tendai beaucoup plus haut. Enfin, beaucoup plus haut. Il est perçu comme étant vraiment voilà, the sutra, the gros sutra. Mais effectivement, bien sûr, les sutras de la Terre pure aussi se basent, enfin, les doctrines de la Terre pure se basent également sur les sutras, les 3 sutras de la Terre pure. Bien entendu, bien entendu. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est plus qu'en fait, pour revenir à Myoe et son embrouille avec Ronen, c'est plus que Ronen va, en se basant notamment sur un moine qui s'appelle Shandao, hein, qui est un moine chinois, proposer une interprétation de la pratique en lien avec ces sutras de la Terre pure qui est assez radicale. Et vraiment le fait de dire en fait, que la récitation du nom du Bouddha Amida suffit. En fait, c'est ça qui va choquer Myoe, en fait. C'est de dire, l'esprit d'éveil n'est pas important. Ce qui est important, c'est juste de réciter le nom du Bouddha Amida, qui est une interprétation qu'on peut avoir en lisant les sutras de la Terre pure. Parce qu'effectivement, hein, quand on lit typiquement le 18e vœu, hein, qui dit donc tous les êtres qui, d'un cœur sincère et d'une foi réjouie, désiraient renaître dans mon pays en récitant seulement 10 Nembutsu et ne pourraient pas y renaître, alors je ne veux pas de l'éveil parfait. Exclus sont les personnes qui commettent ces 5 graves offenses et blablabla. Mais d'ailleurs, passage qu'on enlève en général parce que les exégètes de la Terre pure ont dégagé ce passage à la fin en disant oui, c'est pas vraiment un passage d'exclusion. Bref. Il y a cette idée, effectivement, hein, dans les vœux du Bouddha, de la récitation ou de la commémoration. En réalité, à la base, c'est une commémoration du Bouddha. C'est le fait de penser au Bouddha, qui est devenu, dans le bouddhisme japonais, le fait de réciter le nom du Bouddha. Mais vraiment, cette idée de Honen de dire que ceci seulement est suffisant, c'est ça qui choque un peu Myoe. Parce qu'à la base, cette idée de réciter le nom du Bouddha Amida, c'est plus une pratique qui va être conçue comme étant la pratique que tu fais si vraiment toutes les autres, tu peux pas les faire. Si vraiment tu n'as pas les capacités de faire toutes les autres, il reste celle-là. C'est un peu le filet de sécurité. Mais Honen, il a cette logique de dire, puisque c'est le filet de sécurité, puisque c'est finalement la pratique qui marche même pour les pires personnes, du coup, c'est que c'est la pratique qui marche, les gars. Logique. Il y a le filet, il y a le filet. Vous pouvez faire du trapèze tant que vous voulez, mais il y a le filet. Voilà. Donc, trapéziter si vous voulez trapéziter, mais il y a le filet, quoi. Et c'est le filet qui est important, en fait. Le filet, il est là pour tout le monde. Donc, pourquoi est-ce qu'on se baserait sur autre chose que cette pratique
qui marche même pour les pires personnes, en fait. Si elle marche pour les pires personnes, elle marche pour les meilleures aussi. Voilà, la logique de Ronen par rapport à ça, quoi. Bah, c'est pas que Nichiren n'est pas très bouddhiste, il a une vision du bouddhisme qui est assez particulière et voilà, il aime pas se faire des potes, mais enfin, il aime pas se faire des potes. Il a une façon de pas se faire des potes. Lire la biographie de Nichiren, hein, ça peut être intéressant hein, si c'est un personnage qui t'intéresse. Je veux pas cracher sur Nichiren, enfin je le fais, hein, mais je veux pas cracher sur Nichiren, mais d'ailleurs j'ai des bons amis, hein, ça, c'est toujours ma blague, ça. J'ai des bons amis qui sont des bouddhistes de l'école de Nichiren. Hein. Mon tatoueur, par exemple, qui est vraiment un très bon ami à moi, est un bouddhiste de l'école de Nichiren. Qui est le pire argument. Non, mais attendez, je vous mets juste Nichiren, voilà, Shingon, mort de la nation et compagnie, là. Tiens, hop. Apparemment, je l'ai déjà dans mes recherches Google, ce qui est assez effrayant. Il avait dit, hein, par exemple, en plus là, je suis sur le site de Jérôme Ducor, qui est du coup aussi qui est moine Jodo Shinshu aussi, hein, qui disait, voilà. Notamment ici, hein, je vous partage l'écran, il disait hein, le fameux quadruple slogan de Nichiren hein, pour se faire des amis dans le monde bouddhiste, hein, Nembutsu, donc récitation du nom du Bouddha, Amida, acte infernal, donc acte qui vous fait tomber dans les enfers, Zen, œuvre du démon, Shingon, mort de la nation, Ritsu, école de la discipline, trahison nationale. Voilà. Donc le gars, il prend les écoles en cours et il fait vous êtes tous des cons. en gros, c'est ça qu'il fait. Là, c'est particulier, Nichiren. Et il y a aussi par rapport à Nichiren, il y a aussi un historique de la façon dont il poussait les gens à se convertir, qui était hardcore. Hein. Une des techniques classiques pour aller convertir les gens, hein, c'est d'aller se poser à 5 devant une maison, de faire un fracas monstrueux, jusqu'à ce que les gens sortent et disent « Vous pouvez arrêter, s'il vous plaît ?» Et les gens, ils font « Oui, on arrête si tu te convertis. » Il y a une méthode de conversion qui est assez particulière. Voilà. Et Dagdag qui dit Nichiren s'inscrit dans son époque. Donc c'est une école c'est donc l'école qui est l'origine de la douteuse Soka Gakkai exactement. Et le problème c'est quand on édulcore ce qu'il a été, c'est ça. Il paraît qu'il y a des gens bien chez Nichiren. Ah oui, oui, non mais je pense qu'il y a, à mon avis, il y a aussi des gens très très bien chez Nichiren. Un bon ami à moi fait partie de l'école de Nichiren. J'ai des amis de l'école de Nichiren. Ah, cet argument, ça me fait toujours rire. Hein. C'est pas la première fois qu'on le fait, mais ça me fait toujours rire. Faut pas taper sur les coques, mais bon. Mais oui, si, et Madame Adadanda, qui a-t-il amené quelque chose de positif? Oui, bien sûr. Il a amené une forme de bouddhisme qui a plu à certaines catégories de la population, qui d'ailleurs étaient globalement les mêmes catégories de population que celles qui adhéraient aux doctrines de la Terre pure. On va pas se mentir. Hein. Si tu vas croiser dans la rue Joe Normie, Joe Normie au 15e siècle, au Japon. Voilà. Tu croises Joe Normie, le mec hésite. Il sait pas trop à quel saint se vouer. Il dit ok, je suis intéressé par le bouddhisme, je sais pas trop. Croise un moine Jodo Shinshu ou un bonze Jodo Shinshu qui va lui dire, ou Jodoshi, peu importe, qui va lui dire simplement remets-toi-en au Bouddha Amida, récite le Nembutsu. Pratique simple, ça suffit, pas besoin de plus. Il se balade un peu plus loin, il tombe sur un moine Nichiren qui va lui faire bah tu sais quoi, récite le nom du Sutra du Lotus, c'est suffisant. Joel Norby, il va être genre, bah, Amstramgram. C'est à peu près pareil, non? Et d'ailleurs, pour finir avec cette anecdote, hein, il y a une pièce comique qui a un interlude du théâtre No. Alors, ça devient spécifique. Le théâtre No, hein, qui est un théâtre très lent, une forme de théâtre très lente, etc. Très longue et très lente. Dans le No, souvent, en fait, entre les scènes, il y a des interludes un petit peu plus punchy, plus drôles, plus comiques, voilà, pour réveiller un peu les gens. Parce qu'on a déjà vu des gens, littéralement, Sophie a déjà vu des gens s'endormir devant du théâtre No. Elle a vu notamment un papy s'endormir 2 fois et tomber de sa chaise pendant du théâtre No. Le même papy, 2 fois. Voilà, c'est très lent et tout. Et donc, il y a des fois ces interludes comiques. Et il y a un interlude comique, pourquoi j'en reviens à ça? Il y a un interlude comique que j'ai vu une fois dans l'avion parce qu'il c'était disponible sur Hana ou un truc comme ça dans la compagnie aérienne japonaise, qui concerne un moine Jodoshi ou Jodo Shinshu, un moine de la Terre pure, et un moine Nichiren, qui sont les deux dans la montagne. Ils tombent l'un en face de l'autre, ils sont perdus. Et ils commencent un petit peu à débattre en disant ouais bah bon toi t'es Nichiren, moi je suis à Terre pure, c'est pas pareil. Ils sont chacun avec leur petit chapelet différent et tout, en train de réciter Namo Amida Butsu et l'autre Namyo Rengekyo. Donc ils récitent leur petit machin.
il commence à entendre des bêtes féroces, la nuit commence à tomber, il commence à paniquer. Et là, en fait, il panique tellement qu'il commence à réciter Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu. Et puis d'un coup, il commence à s'embrouiller. Du coup, le moine Jodo Shinshu commence à réciter le nom du Sutra du Lotus, Nam-myoho Renge-kyo. À l'inverse, ils échangent leur chapelet, enfin, tout part en cacahuète. Et au final, ils se rendent compte que finalement, l'un comme l'autre, leur pratique n'est pas si différente qu'elle en a l'air. En fait, c'est une pratique simple. Et dans la panique, finalement, ils disent oui, bon, bah, hein, on va essayer un peu les deux, ça ira bien. Et, voilà, et du coup, je trouve ça assez marrant cette idée. Ouais, c'est un moine Jodoshi, un moine Shin, Nichiren et un moine Shin dans un bateau. Si je commence comme ça et que j'enchaîne après sur d'ailleurs, j'ai un ami qui fait partie de Nichiren, j'ai rien contre ces gens-là, ça va être un peu chaud. Mais vous voyez, l'idée, c'est assez marrant. Et c'est vrai que voilà, les personnes de l'époque ont bien conscience que pour Joe le normie, qui va pas aller s'attarder sur les éléments de doctrine, les deux écoles ont des messages qui sont relativement similaires au final. Il y en a un qui vous dit récite le nom du Bouddha Amida, l'autre qui dit récite le nom du Sutra du Lotus. Joe le Normie, il va dire bah, soit ma famille elle est déjà dans l'un, je continue, soit bah, il fait un peu Amstramgram et puis il y va quoi. Il va pas avoir le temps, voilà, le gars il bosse je sais pas combien d'heures par jour, il est pas forcément, il ne sait pas lire, enfin, il va pas forcément chercher beaucoup plus loin que ça quoi. Donc ces deux écoles, Nichiren et Jodo Shinshu, pour finir avec cette histoire-là, qui historiquement ont appelé aux mêmes, qui ont été, on va dire, qui ont un attrait pour les mêmes populations de gens, du coup. Souvent des populations relativement rurales, pas forcément extrêmement éduquées, etc. Parce que ce sont des pratiques qui sont simples, voilà, qui du coup répondent aux problématiques des mêmes types de populations. Voilà. C'était un long aparté sur Nichiren, et ce qui me vaut d'ailleurs l'autorisation personnelle de me mettre un emoji tunnel. Voilà, chance. Voilà. Donc, si on continue un petit peu. Si un homme, dans sa pensée au proie en passion conditionnée, noue le germe de la vision et de l'audition, il s'élèvera sans faute du sommeil qui est le grand rêve de la transmigration, et atteindra à coup sûr le plan du grand éveil rayonnant. Ainsi en est-il d'un diamant qui, une fois avalé, reste inaltéré dans le corps et en ressortira sans faute. De là vient le nom du germe adamantin de vision et d'audition que l'on donne à ce germe. Donc ça, c'est cette idée du fameux germe de la foi, hein, qui vient du coup de la vision et de l'audition. Mioé va détailler un petit peu ce qu'il appelle notamment vision. À la base, la vision, hein, c'est voir le Bouddha, et l'audition, c'est entendre le Bouddha. Mais dans notre période, et dans la période à laquelle Mioé écrit, où le Bouddha est mort depuis quasiment 2000 ans, 1800 ans, ce qui va vraiment appeler voir et entendre voir le Bouddha, ben, ça va être voir notamment les monuments en lien avec le bouddhisme, les stupas, les reliques de Bouddha et les reliques des saints, etc. Et l'audition, bah, ça va être l'audition des sutras, l'audition des érudits, l'audition que va des enseignements des moines, l'audition des enseignements, hein, les sutras également. Et il dit du coup, en entendant tout ça et en plaçant sa foi sur tout ça, eh bien, on va d'une certaine façon générer ce germe de la foi qui est considéré comme un diamant. Ce diamant, eh bien, il est indestructible. Et donc, il va détailler un petit peu cette idée du diamant. Il dit donc, donc ainsi est-il déclaré dans l'Avatamsaka, hein, dans une stance du chapitre sur l'émergence du Tathagata. Si lorsqu'on voit et entend tous les Tathagatas prêcher, on leur rend hommage, les mérites qu'on en retirera seront immenses. Ces mérites ne peuvent s'épuiser entièrement dans les biens conditionnés, et immanquablement, ils anéantiront les passions et se sépareront de la multitude des douleurs. Ainsi en est-il d'un homme qui absorbe un infime diamant. Celui-ci restera inaltéré jusqu'à la fin. Il en ressortira sans faute. Alors, je ne vais pas vous indiquer comment il ressort, hein, bien entendu, mais effectivement, hein, le diamant n'est pas, il reste d'une certaine façon dans le corps sans être altéré, au même titre que ce germe de la foi. Et Mio avait bien insisté, hein, dans les chapitres d'avant, que même si du coup ce germe de la foi, on l'avait dit tout à l'heure, n'est pas très puissant, même s'il est un peu faiblichon, eh bien, il n'empêche qu'il reste comme un diamant inaltérable qui va finir par porter ses fruits, malgré tout. Même si la personne n'en a pas conscience, même si derrière elle retombe dans ses travers, il y a quelque chose qui s'est ancré dans la personne-là, qui va du coup à terme porter ses fruits. C'est donc un élément karmique, hein, tout simplement, hein, c'est une forme d'élément karmique qui va avoir des effets. C'est un karma qui est extrêmement fort vu qu'il est basé sur le Bouddha et ses enseignements.
Il a donc tendance à faire vraiment pencher la balance beaucoup plus fort que d'autres éléments karmiques plus négatifs qui seraient autour et qui seront légers par rapport à si on les compare aux bienfaits du Bouddha. Il continue ainsi. Voilà, les mérites obtenus par les offrandes faites au Bouddha, au Force, anéantissent les passions et conduisent sans faute au savoir adamantin. Donc c'est ce que je disais là, hein, c'est vraiment cette idée de la balance. Vu qu'on se base sur le Bouddha, eh bien, ça fait pencher la balance vers le Bouddha beaucoup plus fort que n'importe quelle autre chose qu'on pourrait faire, parce que le poids karmique en lien avec le Bouddha est beaucoup plus puissant. Ainsi en est-il d'un amas d'herbes sèches aussi élevé que le mont Sumeru. Si on y jette une petite flamme grosse comme une brindille de paille, il se consumera entièrement. Toujours un peu la même idée, hein, du coup, de montrer cette balance entre les deux. Cette foi dans le Bouddha est un élément karmique qui est tellement puissant que même si à côté on a une montagne de choses qui sont mauvaises, eh bien en fait, ce qui serait comparé du coup ici à une montagne, genre l'équivalent du Mont Blanc, voire plus grand que le Mont Blanc, en montagne d'herbes sèches, et bien cette petite étincelle de la foi, elle est suffisante pour faire disparaître tout ça. Le peu de mérite que l'on retire à faire des offrandes au Bouddha tranchera par la force des choses les passions et fera atteindre le nirvana. Un peu la même idée. Hein. Sur l'Himalaya, il est une herbe médicinale appelée bonne vue. En la voyant, l'entendant dans le vent, la sentant, la touchant, on élimine toutes les maladies. Si l'on voit et entend le Bouddha Odiforce, on en retirera des mérites excellents et on atteindra le savoir de Bouddha. Même idée avec cette métaphore cette petite analogie de l'herbe médicinale. Et donc le commentaire de Myoé, hein, c'est de dire commentaire dans cette stance, ce qu'on appelle la vision et l'audition couvre quant au temps l'époque de la venue du Bouddha en ce monde ainsi que celle suivant son extinction. Donc là, du coup, hein, ce qui s'est passé bien avant. Et s'applique, quant au corps du Bouddha, aux reliques et aux monuments sacrés pour cette époque de la fin de la loi dans laquelle vit Myoé. C'est dans ce sens qu'il est déclaré dans le passage en prose précédant la stance, si les êtres rendent hommage au lieu où est passé le Tathagata, ainsi qu'au stupa et au mausolée, dans lequel sont déposées les reliques, ils seront pourvus de racines de bien, élimineront tous les maux issus des passions et obtiendront la jouissance de la sainteté. Et d'ailleurs, Myoé, hein, c'est un élément qui est particulièrement important. Et après, je reprends vos questions, j'ai vu qu'il y a plein de messages. C'est un élément qui est extrêmement important pour Myoé, hein, cette idée de la vénération de la vie du Bouddha, la vénération des reliques du Bouddha, des monuments en lien avec le Bouddha, au point hein, où je vous avais déjà raconté cette anecdote de Myoé qui considérait vraiment très sérieusement la possibilité d'aller en Inde pour faire un peu comme avait fait Xuanzang à son époque, à l'époque, la vieille époque, aller en Inde pour aller vénérer vraiment les monuments en lien avec le bouddhisme et vraiment avec le Bouddha historique, hein, aller sur les sites vraiment sacrés du bouddhisme pour rendre hommage à ça. Donc vous voyez ici, il en parle un petit peu rapidement dans son traité, parce qu'effectivement, il y a des reliques du Bouddha aussi au Japon, mais il y a des stupas, il y a des monuments sacrés, etc. Mais au fond de lui, Myoé, on sent qu'il y a cette envie vraiment de cette nostalgie du Bouddha historique, du Bouddha Shakyamuni, cette envie du coup d'aller sur les sites où il a vécu pour pouvoir lui rendre hommage. Chose qu'il ne fera jamais, notamment parce que la divinité de Kasuga lui a dit ce sera non, voilà, tu n'iras pas. Il est allé consulter un oracle qui lui a dit ce sera non, voilà, tu n'iras pas parce que les voyages vraiment long courrier à l'époque de Kamakura, c'est pas ultra sûr. En gros, tu vas mourir en mer, donc on préfère que tu restes au Japon à enseigner des trucs, c'est là où est ta place, gros. Voilà ce que la divinité de Kasuga lui a dit, sans utiliser le terme gros à la fin, mais elle lui a dit ça. Il a d'ailleurs tenté 2 fois hein, de lui demander, et la deuxième fois, elle lui a dit « Je t'ai déjà répondu, hein, gamin. » C'est toujours non, hein. Ça va pas changer, hein. Tu vas toujours pas aller te tuer en mer. Hein. Tu vas rester au Japon, enseigner des trucs. Hein. Tu vas écrire des textes compliqués au Japon, hein. C'est ça ton boulot. Hein. Voilà. Donc il n'y est pas allé, mais il a toujours eu cette nostalgie de la bonne vieille époque du Bouddha Shakyamuni et des sites sacrés. D'ailleurs, s'il y était allé, hein, ça aurait été probablement assez décevant pour lui parce que Myoé, déjà au XIIIe siècle, les sites relatifs au bouddhisme en Inde, hein, qui est pourtant vraiment son terreau d'origine, commençaient déjà un peu à tomber en désuétude. Voilà. Donc, il aurait probablement été un petit peu déçu. Voilà. Madame Adanan qui disait, donc, pour parler par rapport à Nichiren, Nichiren et Joroshu, Doroshinshu, voilà, Nichiren est la terre pure au sens large. Beaucoup de différences à part les récitations. Oui, c'est tout un système qui est différent.
pardon, tout un système qui est différent. Et il y a déjà dans Nichiren, il y a quand même beaucoup cette idée de euh, la récitation a un impact. Tu peux réciter pour obtenir des choses dans cette vie. Alors que la logique du Jodo Shinshu, tu vas pas réciter Namo Amida Butsu en disant j'aimerais avoir une voiture, quoi. Ça marche pas comme ça. Alors qu'effectivement, dans Nichiren, ça peut se faire. Ouais. Tu vas rester le Namyo Rengekyo en disant putain, j'ai vraiment besoin d'une nouvelle bagnole, quoi. Il y a un peu cette idée-là derrière. Il y a beaucoup de différences doctrinales. En fait, ça se passe pas du tout sur le même système doctrinal, même si la pratique peut sembler similaire. La théorie qu'il y a derrière, la doctrine qu'il y a derrière est complètement différente. Dans un cas, on se base sur des doctrines qui sont basées sur les sutras, comme l'avait dit Tomoyo, hein, qui sont basées sur les sutras de la Terre pure, les 3 sutras de la Terre pure, et les commentaires de différents maîtres indiens, chinois et japonais, qui vont du coup mettre en avant cette pratique de la récitation du nom du Bouddha Amida. Et de l'autre, on a Nichiren, qui va se baser vraiment sur le sutra du lotus et son interprétation de l'importance du Sutra du Lotus, basé notamment sur tous ces chapitres du Sutra du Lotus, tous ces fins de chapitres. Salut Chessfish. Tous ces chapitres, fin de chapitre du Sutra du Lotus, où on vous dit The Sutra, quoi. C'est le Sutra, si tu les récites, tu as des mérites de fou. Si tu le jettes à la poubelle, tu vas avoir des énormes emmerdes. Enfin, voilà. Il y a une insistance, qui a une insistance classique dans beaucoup de sutras, qui est de dire le fait de copier ce sutra, de réciter ce sutra, etc., ça va vous apporter énormément de mérites, des mérites incalculables, etc. Se basant là-dessus et également sur la base de l'importance du sutra du lotus dans l'histoire du bouddhisme et notamment l'école Tendai, Nichiren va développer son système. Mais voilà, c'est du coup des systèmes qui arrivent à des conclusions qui peuvent sembler légèrement similaires, mais qui sont pourtant complètement différentes en termes vraiment de doctrine si on commence à creuser. Après voilà, je vais pas m'avancer, je suis pas un spécialiste de Nichiren. Ça se voit que j'aime pas Nichiren. Hein, je m'approche de Nichiren avec un bâton, en général, un peu. Je reste à distance de bâton de Nichiren et de son école parce que je sais pas, j'ai pas d'affinité avec le personnage et j'ai pas envie. Et je pourrais, hein, je pourrais, il faudrait d'ailleurs hein, que je me renseigne plus sur Nichiren. En fait, paradoxalement, Nichiren, c'est une des écoles bouddhistes qui est pourtant importante, hein, mais que j'ai la moins creusée au niveau japonais. Hein. J'ai pas envie en fait. Cool, quoi. J'ai pas envie. J'ai plus creusé le Ronso, qui est une école qui n'existe plus quasiment, enfin qui a plus que quelques temples, qui a quasiment disparu du paysage. Je l'ai plus creusé elle et le Keigon, qui est dans le même cas, que l'école de Nichiren, juste parce que j'ai pas envie en fait. Voilà. Donc, prenez ce que je dis sur Nichiren avec des pincettes, comme moi j'aborde Nichiren avec un bâton de loin. Voilà. Mais voilà. Faut imaginer, c'est juste des branches qui mettent l'accent sur différentes techniques, différents sets de textes, comme ça a toujours été le cas dans l'histoire du bouddhisme depuis le début, en fait, où chaque pays, chaque école, chaque branche, chaque époque va mettre l'accent sur certains textes spécifiques qu'ils estiment être les plus efficaces pour répondre aux problématiques du moment. Et voilà. Et les problématiques du moment, qui sont celles de Kamakura, donc j'ai un petit peu expliqué tout à l'heure, vont avoir des réponses qui vont être apportées par différents réformateurs que sont effectivement Dogen, Nichiren, Honen, Shinran, les autres disciples de Honen, etc. Mais Myoe aussi, qu'il ne faut pas oublier dans la bataille. Voilà. Et Chessfish qui dit « Salut, stylé, une chaîne sur le bouddhisme ». Merci beaucoup, Chessfish. Et alors attendez, je regarde parce que j'ai raté plein de messages, puis après je finirai avec ça sur... je pensais que j'aurais fini en une demi-heure, et en fait on parle de plein d'autres trucs, c'est super intéressant, je suis content. Merci d'amener les sujets autres aussi, c'est sympa. Alors je regarde, j'ai remonté un petit peu parce que j'ai raté plein de messages. Dagdag qui disait, déjà Onen disait qu'il fallait pas critiquer les autres écoles, oui, mais respecter la foi des autres tout en affirmant que notre foi nous convient à nous en cas de débat. C'est ça. Donc oui, il n'y a pas la même ambiance, tout à fait. Nichiren était très nationaliste, assez absent dans l'idée de la terre pure. Oui, également, ouais. Et Elienko qui disait réciter le Nembutsu quand tu sauves une pauvre souris de ta minette qui est de niveau Kage en chasse à la souris. Ça, ça chante bien. Non, mais c'est vrai que c'est une bonne idée. Hein. En vrai, moi j'aime bien aussi cette idée du Nembutsu qui sort spontanément, effectivement, dans ce genre de cas de figure. Cool, tout à fait, ouais. Et Dagdag disait, il y a déjà beaucoup de choses à voir chez les autres. Hein. Personne, Nichiren, je pense que je creuserai jamais, mais j'empêche pas les autres de le faire. C'est ça. Du coup, j'ai une connaissance qui est un petit peu superficielle de Nichiren, mais c'est juste que par rapport à ce que je fais, ça me suffit.
J'ai pas prévu de faire des vidéos sur Nichiren spécifiquement ou voilà, de creuser spécifiquement cet aspect parce que, comme je dis, le personnage ne me plaît pas. Donc déjà partant de là, ça commence mal, quoi. J'ai pas forcément du coup envie de creuser plus que ça. Tout ce que j'en ai entendu au niveau de la propagation, vraiment ouais, le côté un peu agressif des choses, enfin voilà, ça me... Voilà. Voilà. On retrouve ces différences dans le christianisme, tout à fait, bien sûr. Bien sûr. Dans toutes les religions, en fait, hein, toutes les religions s'adaptent dans une certaine mesure au pays dans lequel elles sont, à l'époque à laquelle elles sont, etc. Mais c'est vrai que c'est d'autant plus fort dans des branches, dans des écoles, enfin, pardon, dans des religions, je dirais, dans des religions comme le bouddhisme, où on n'a pas un seul texte qui a été figé relativement tôt, mais enfin, un nombre énorme, plusieurs milliers de textes différents, tous attribués au Bouddha, qui, du coup, ben, faut arriver un petit peu à se débrouiller, à démêler cet embroglio de textes pour savoir qu'est-ce qu'on en fait, lequel on utilise, lesquels on utilise, euh, pourquoi il y en a autant de différents, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas tous d'accord les uns avec les autres, etc. etc. Ce qui a amené du coup ces classifications, notamment dans le Tendai, que je vous ai expliqué la semaine dernière, pour essayer de démêler un peu tout ça en disant, ben, voilà, il y a une gradation, il y a une tier list de textes bouddhistes qui vont vraiment de la catégorie E, qui est genre, c'est pour les bébous, pour les pratiquants débutants ou les mecs qui sont pas du tout avancés, voire un peu nazes, jusqu'au A ou S tier, qui est, ben, dans le cas du Tendai, le Sutra du Lotus, par exemple. Voilà. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais si on veut prendre l'exemple du christianisme, on peut, oui, en parler notamment si on parle du christianisme des premiers siècles, le christianisme avant l'institutionnalisation, avant vraiment la centralisation euh, sur l'Église catholique, euh, enfin, ce qui deviendra l'Église catholique, hein, avant vraiment déjà le fait qu'on fige le canon, qu'on fige la Bible telle qu'elle est actuellement, et que on se centralise à Rome, il y a, avant cette époque-là, le christianisme, effectivement, avait plus de similitudes, enfin, avait beaucoup plus de disparités, comme on peut en retrouver de disparités dans le bouddhisme, parce qu'il y avait plein de textes qui circulaient, qui ont finalement pas été gardés à la fin. Donc les gens choisissaient un peu les textes qui leur paraissaient les mieux aussi, quoi. Voilà. Alors, attends, j'ai raté des trucs. Oui, Dagdeg qui disait pour Chessfish qu'on est en plus une école très peu représentée en Occident, effectivement, ouais. Le zen, Chessfish, j'imagine que le zen est majoritaire, tout à fait, ouais. Avec les écoles, il y a beaucoup de. Si on parle vraiment du bouddhisme japonais, le zen est très clairement majoritaire. Si on ajoute aussi derrière le bouddhisme tibétain est très majoritaire aussi, ouais. Et avec effectivement le point intéressant de Chessfish qui dit si c'est pas carrément la Soka Gakkai qu'on peut considérer comme une école. Effectivement, Soka Gakkai c'est compliqué parce que c'est pas facile d'avoir des chiffres. Et Soka Gakkai, ce qui est très perturbant, c'est qu'en fait, si vous commencez à discuter un peu autour de vous abordez le sujet, il est possible qu'assez vite vous vous rendiez compte qu'il y a des gens autour de vous, ou en tout cas dans un cercle de deuxième ou troisième rang, genre par exemple, je sais pas, la maman d'un ami, ou le copain d'un copain, qui fait partie de la Soka Gakkai. Et moi, j'ai eu cette expérience, mais plein de fois dans ma vie, où d'un coup, j'apprenais qu'effectivement, c'est ça, genre la maman d'un copain ou le copain d'un copain, le frère d'un pote, faisait partie de la Soka Gakkai. Et en fait, il y a vraiment, vraiment beaucoup de gens à Soka Gakkai, avec le sous-entendu qu'a mis Tessfish, qui est juste, qui est de dire Soka Gakkai, toujours apprendre un petit peu avec des pincettos, voilà, parce qu'ils ont été excommuniés de Nichiren, parce que il y a quand même eu un historique un peu particulier, voilà. Mais bon, je ne crache pas sur les gens qui font partie de la Soka Gakkai, j'en connais également aussi, j'ai des amis qui font partie de la Soka Gakkai. Mais ouais, effectivement, le point de Chessfish est tout à fait juste, ouais. C'est ça, Dagdek qui dit effectivement la Soka n'est pas une école en tant que telle, ni Nichiren c'est une qui a commis la Soka Gakkai, ouais. C'est ça, c'est ça. Voilà. Et donc Dagdek disait en Occident, c'est principalement le zen, c'est ça, et surtout le tibétain qu'on a, avec un peu de Theravada, tout à fait, ouais. Tout à fait. Alors que comme l'évoquait Tomoyo, c'est la terre pure, effectivement, qui est le plus représenté au Japon, alors que c'est globalement inconnu en Occident, ça. Et moi, je fais partie du coup des écoles. J'ai été ordonné dans une école qui s'appelle Jodo Shinshu, qui est effectivement une des écoles de la terre pure japonaise, qui date du coup du XIIIe siècle.
Et c'est ce qu'on étudie le vendredi. Aujourd'hui, on est sur le Keigon, voilà, qui est une école très philosophique qui a quasiment disparu. On a le Todaiji de Nara qui fait partie de cette école-là actuellement, qui permet au Keigon de survivre vaguement parce qu'ils gagnent énormément d'argent grâce aux visites du Daibutsu de Nara, mais qui est une école qui a quasiment disparu. Et donc, on étudie un texte de Myoe qui date aussi du XIIIe siècle, qui est un contemporain du fondateur de ma propre école, mais qui était opposé sur pas mal de points doctrinaux. Donc voilà, on discutait ça du mercredi. En fait, on est en train de terminer ce texte, hein, d'ailleurs. On va essayer de le finir au passage, hein, parce que le temps avance, le temps passe. Ah, Chasfish qui dit je découvre, je suis arrivé, je me suis dit ça y est, c'est la Soka, mais comme je t'entendais dire que Tite Rackman, Nichiren, je me suis dit en égo. Ouais, non, non, c'est. Oui. Comme je disais tout à l'heure, à moi, Nichiren, tout ce qu'est Nichiren, j'ai tendance à l'aborder à distance de bâton. Et c'est vrai que, et aussi, mais ça c'est pour garder le petit côté fun historique. En fait, historiquement, mon école et celle de Nichiren se sont pas mal fritées, hein, parce que ce que je disais tout à l'heure, je crois avant que tu arrives, que c'est des écoles qui historiquement euh, avaient attiré globalement la même type de population, ou en tout cas avaient énormément de followers, de suivants, de pratiquants dans les mêmes branches de la population. Comme je disais, c'était des populations plutôt rurales, non éduquées. Et il y a eu du coup beaucoup de débats entre les gens de Nichiren et les gens de mon école pour savoir lesquelles des deux écoles étaient la plus efficace, etc., etc. Donc il y a eu toujours une petite compète, une espèce de compète entre la branche de Nichiren, enfin les écoles de Nichiren et les écoles de la Terre pure, et notamment la mienne, le Dodo Shinshu. Donc je garde aussi cette vieille rancune à l'ancienne là, le petit, le petit fight des écoles historiques. Voilà. Donc, je vais terminer tranquillou, hein. Mioé, on est bientôt au bout. Donc, il parlait effectivement de la vision et de l'audition, hein. Donc, il parlait du fait que c'était en lien avec les reliques, ce qui m'avait fait vous parler de l'histoire, le fait que Mioé avait ce rêve inassouvi qu'il n'aura pas pu du tout, qui restera inassouvi toute sa vie, d'aller en Inde pour aller rendre hommage aux reliques du Bouddha et aux sites sacrés en lien avec l'histoire du Bouddha Shakyamuni. Et Yuki n'aura pas pu le faire parce que la divinité de Kasuga lui a dit 2 fois ce sera non, gamin, retourne dans ton temple à enseigner et va pas mourir en mer, s'il te plaît, ou te faire buter en Inde ou je sais pas quoi. Voilà. Donc il n'y est pas allé. Commentaire du commentaire. Parce que pourquoi pas faire un commentaire du commentaire après tout. On entend par là que dès que, après avoir vu, entendu et dirigé sa foi sur des objets laissés par le Bouddha, on a engendré le germe adamantin, celui-ci ne s'altérant pas ni ne s'épuisant, il nous fera à coup sûr atteindre le plan ultime. Donc voilà, on est sûr du coup, grâce à cette petite pensée de foi, ce petit germe qu'on a planté en nous, et bien qu'à terme, on finira par devenir des Bouddhas. Et pour terminer, il va parler de quelque chose que je trouve d'intéressant, qui est de dire, en outre, on n'éloignera pas les hommes fautifs, qui sont des mécréants ou des blasphémateurs. C'est dans ce sens qu'il est déclaré dans le même sutra. S'il est des êtres qui, après avoir entendu et vu le Bouddha prêcher, restent pourtant enveloppés dans l'obstacle des actes et ne font naître ni la foi ni l'appétence, ils auront pourtant planté en germe une racine de bien et n'auront pas en vain laissé s'écouler le temps et entreront, en fin de compte, dans le nirvana. Pour ce qui est des autres points doctrinaux profonds, nous renvoyons aux explications données dans l'entrée, dans la porte de la délivrance, qu'un autre texte Doctrine du germe de la foi de Vatamsaka en un volume, et après je vous lirai la conclusion qui est assez intéressante. J'aime bien cette idée de Mioé, de dire on n'éloignera pas les mecs qui croient pas et les blasphémateurs, donc ceux qui non seulement ne croient pas mais en plus insultent le bouddhisme, tout simplement parce qu'en fait il est possible via ça, malgré tout, qu'ils génèrent des liens karmiques. Ça ne veut pas dire que ça va bien se passer pour eux, hein. Traditionnellement dans le bouddhisme, s'ils commencent à être blasphémateurs de la loi, ça va pas très bien se passer, mais il n'empêche que malgré tout, il y a quand même cette idée de dire, si on ne les éloigne pas de nous, ils vont quand même générer un lien karmique avec nous. Même si c'est un lien karmique qui est négatif d'une certaine façon, ils vont quand même générer un lien karmique avec le bouddhisme, avec des enseignants du bouddhisme. Et donc, ce lien karmique-là va finir par porter ses fruits à un moment, malgré tout. Voilà. Et vraiment, le concept de blasphémateur de la loi, un blasphémateur des enseignements bouddhistes, et les personnes qui n'y croient pas, c'est vraiment perçu dans le bouddhisme comme étant une des pires choses. Parce que comment tu peux te libérer si effectivement, déjà de base, tu prends pas les enseignements qui t'aident à te libérer, tu vois, tu restes aveugle à ça. Mais il y a cette idée de dire que ouais, mais malgré tout, s'ils sont en contact avec des personnes, s'ils établissent des liens karmiques avec les bonnes personnes, à un moment, ça va porter ses fruits malgré tout, même si c'est négatif. Voilà. Ils sont pas tout à fait, malgré leurs critiques,
de par leur critique, ils ne sont pas indifférents quand même avec le bouddhisme. Ils ont d'une certaine façon quand même été en lien avec ça. C'est ça. Ah, Dagdek, t'as tenté un Discord? Ah bah, pourquoi ça n'a pas marché? Attends, mais si, normalement ça marche, hein. C'est peut-être parce qu'il faut pas il faut peut-être pas le faire dans un message, Dagdek. Je pense que si tu fais juste point d'exclamation Discord, ça marche. Mais si tu le mets, si tu mets un truc avant, je pense que ça fait bugger Nightbot, à mon avis. Nightbot, il veut pas. Voilà. Donc oui, effectivement, on a un Discord, notamment sur lequel on discute bouddhisme avec différentes personnes. On est des personnes de différentes écoles, même si on a quand même une orientation globalement terre pure dans le sens large. Mais voilà, on discute. Il y a aussi d'autres affinités, d'autres écoles, donc on discute bouddhisme sur le Discord. Et sur le Discord, je fais une cérémonie bouddhiste Jodo Shinshu tous les lundis soirs, sauf exception, voilà, si je peux pas être là. Mais voilà, le lundi soir, cérémonie bouddhiste. Je vous préviens à l'avance si c'est pas possible. Voilà. De base, le lundi soir à 8h. Et c'est donc cérémonie bouddhiste, enseignement, discussion, idéalement discussion si on peut, pendant une demi-heure, sur un thème lié au Jodo Shinshu, à ma branche du bouddhisme, à la terre pure, et ensuite petite session de méditation. Voilà. Et Tassuki, je me réclame plus du Zen Soto. Bah, bienvenue à toi, en tout cas. On a Dagdeg, notamment, qui est anciennement du Zen, qui est passé plutôt sur la terre pure maintenant. Enfin, qui est passé sur la terre pure maintenant. Mais on a voilà, d'autres personnes qui pratiquent aussi dans le Zen sur le Discord. Donc tu es le bienvenu. Voilà. En tout cas, j'aimais bien, pour finir, cette histoire de Mioé qui dit rejetez pas les gens parce qu'ils croient pas comme vous. Aidez-les à planter des racines de bien. Et puis, au final, de par votre contact, eh bien, ils finiront aussi par devenir des Bouddhas. Voilà, c'est cool. Et pour terminer, la conclusion est assez intéressante parce que il nous explique pourquoi il a écrit ce petit texte qui est quand même loin d'être simple. Le supérieur du sanctuaire de Kamo, Kamo Hisatsugu, laissant de côté ses affaires domestiques du sanctuaire, venait fréquemment me rendre visite dans mon ermitage campagnard. Il affectionnait la saveur de la loi, au point d'en oublier le manger et le dormir et le manger. Me réjouissant profondément de ses volontés attentionnées, j'ai rassemblé ces quelques points de doctrine fondamentaux. Je souhaite que par ce mérite, il puisse sans faute rencontrer l'auguste présence du Bouddha. Écrit le 21e jour du 9e mois de la 3e année de l'ère Jōkyū, 1221, dans la demeure monastique du hall de Dhyana, annexée au sanctuaire de Kamo, par le religieux Koben de la secte Kegon. Et là, je trouve ça sympa parce que vous voyez qu'en fait, ce texte a été écrit par Myoé, moine bouddhiste, qui avait son petit ermitage, donc il s'était calé un petit ermitage à côté du sanctuaire de Kamo, le Kamo Hisatsugi. Et il écrit ce texte pour le supérieur du sanctuaire. Donc vous voyez qu'on est vraiment toujours dans ce cas qu'on a déjà discuté, mais qui est très intéressant dans le Japon médiéval, du lien très fort entre le bouddhisme et le shinto. Là, on a vraiment un prêtre shinto, le supérieur du sanctuaire, qui est a priori pas un petit sanctuaire, le supérieur du sanctuaire, qui va aller voir Myoé, qui a calé son ermitage à côté, pour discuter bouddhisme avec lui. Et qui, du coup, demande à Myoé de lui écrire un petit texte pour lui développer les fondamentaux de l'école Kegon à laquelle Myoé appartient. Donc c'est vraiment intéressant de voir ce lien très fort entre le shintoïsme et le bouddhisme. Je vous l'avais déjà parlé, ça se transcrit dans la vie de Myoé, dans le moment où Myoé demandait à la divinité de Kasuga un oracle pour savoir s'il peut ou pas partir en Inde. Donc il va demander à une divinité shinto s'il peut partir en Inde pour accomplir son pèlerinage bouddhiste. Et à l'inverse, on a ici le responsable du sanctuaire Kamo qui va voir Myoé pour lui demander des enseignements sur le bouddhisme. Donc vous voyez à quel point, à cette époque-là, le shintoïsme et le bouddhisme sont extrêmement liés l'un à l'autre, au point où c'est normal pour un moine bouddhiste d'aller demander des infos à un oracle shinto, et à l'inverse, d'un prêtre, un responsable d'un grand sanctuaire shinto, d'aller demander des informations sur le bouddhisme à un moine bouddhiste. Voilà. Donc je trouve ça très sympathique de voir comment les deux sont vraiment imbriqués l'un avec l'autre à cette époque-là. Et ça va le rester jusqu'au début de l'ère Meiji, où à l'ère Meiji, il va y avoir cette volonté de se retourner et d'asseoir le pouvoir de l'empereur en mettant en avant son lien avec le Shinto et son côté divin
en lien avec le Shinto et séparer du coup les influences étrangères de ce qui est vraiment fondamentalement japonais. Et donc il va y avoir cette volonté pour faire ça de casser ce lien fort qu'il y avait entre le shintoïsme et le bouddhisme en séparant nettement les temples bouddhistes et les sanctuaires, voire en détruisant une grande partie, enfin une partie en tout cas de temples bouddhistes, notamment dans les cas où il y avait vraiment une telle fusion des deux religions qu'il y avait des sanctuaires dans des temples et inversement. Et donc ça, à l'époque Meiji, il va y avoir des édits qui vont dire c'est interdit d'avoir au même endroit un sanctuaire et un temple bouddhiste. Et s'il y a les deux, ils vont mettre en avant plutôt le sanctuaire. Voilà, ce qui va faire pas mal de dégâts. Heureusement, ça va vite être arrêté parce que malgré le fait que le gouvernement dise à l'époque le bouddhisme c'est pas japonais, oui, sauf que à l'époque Meiji, ça fait genre 1300 ans qu'il est au Japon le bouddhisme, donc il est un petit peu implanté si tu veux quand même. Il a un petit peu influencé la culture aussi quand même. Donc tu peux pas juste dire du jour au lendemain on dégage le bouddhisme du pays. C'est pas comme si ça faisait 3 jours qu'il était là le gars. Donc c'est pas possible quoi. Donc voilà. Mais ça a suffisamment marqué le paysage japonais pour qu'on ait perdu une grande partie de ce lien fort entre le shintoïsme et le bouddhisme. Il va vraiment avoir une rupture qui va se faire à ce moment-là, qui n'a toujours pas été réellement comblée. Voilà. Et je regarde Dagdek qui dit, Elienko qui disait perso, je suis en cours de réorientation vers le Jodo Shinshu. Bienvenue. Tu as raison, Dagdek dit, faut pas se presser. Oui, exactement. Faut sentir dans quel sens le vent nous pousse. C'est très bien ce que tu dis, Dagdek, je suis tout à fait d'accord. Et Ali qui dit l'avantage, c'est que je pourrais continuer certaines pratiques du Soto-Zen, même en changeant de branche, c'est ça. Tu peux faire effectivement tout ce que tu peux continuer ce que tu veux, effectivement, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà, bah écoutez, on a terminé en 10 sessions. Voilà. Cette doctrine du germe de la foi, selon l'orientation fleurie de Mioé, qui était un texte qui était honnêtement pas évident. C'était un petit peu chaud. Voilà. Mais j'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, je voulais vraiment mettre en avant ce texte parce que c'est un texte d'un contemporain du fondateur de ma propre école, qu'il parle de sujets similaires, mais qu'il aborde sous des angles complètement différents et qui va même d'ailleurs, pour le même mot, qui est le mot de foi, de la foi, impliquer vraiment des choses tellement différentes. Donc voilà, je trouvais que c'était un bon contraste avec ce qu'on fait les vendredis. Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler.